La start-up, c'est devenu la boîte qui fait rêver, c'est devenu l'emblème de l'entrepreneuriat. Celui qui veut être entrepreneur, les jeunes qui veulent être entrepreneurs ou les moins jeunes qui veulent être entrepreneurs rêvent tous ou presque de créer leur start-up. Les jeunes ont envie d'y travailler et pourtant, il y a des gens qui commencent à dire que ce n'est pas forcément le paradis et l'Éden, ces start-up. Et vous en êtes Nicolas Menet. Bonjour. Bonjour. Vous avez écrit avec votre camarade Benjamin Zimmer ce livre. Startup, arrêtons la mascarade, ça sort aux éditions Duno, on le voit derrière moi. Qu'est-ce qui vous a donné d'écrire ce bouquin avec votre camarade? C'est quoi le constat de départ? C'était quoi l'idée? Qu'est-ce qui vous agaçait dans le modèle de la startup? C'est pas un agacement, je dirais pas jusque-là, mais Benjamin Zimmer comme moi-même, on travaillait dans le monde de l'innovation. On a vu beaucoup d'échecs, 90% hein, pour être très précis. On a vu beaucoup d'échecs, on a vu aussi beaucoup d'argent cramé, on va dire, cash burning, et des innovations finalement pas si innovantes que ça, et surtout des usagers, des clients, des bénéficiaires qui n'étaient pas particulièrement satisfaits. C'est-à-dire que tout cet écosystème d'innovation n'était pas aussi efficace qu'il pourrait l'être. Alors, l'idée du bouquin, on va en reparler, c'est d'essayer de créer justement un système d'innovation qui soit efficace, mais j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave que des gens qui montent des boîtes se plantent? Première question. Est-ce que c'est grave que les gens qui financent ces boîtes perdent de l'argent? Après tout, ils prennent des risques et le risque, c'est aussi d'en perdre, c'est pas forcément d'en gagner. Et est-ce que tout le monde peut être super innovant? Tout le monde n'est pas Einstein, Google ou Facebook. Alors, est-ce que c'est grave? Oui et non. C'est un peu le principe du livre, hein. Vous l'avez lu, donc vous voyez qu'on a du oui, on a du non. Je l'ai lu, j'ai travaillé, je vous rassure. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas grave dans le sens où il y a des gens qui ont de l'argent aujourd'hui à placer, des liquidités à placer, ils sont prêts à prendre ce risque, ils sont prêts à perdre de l'argent, ils le savent parfaitement bien. Des entrepreneurs, quand ils se lancent dans une idée d'innovation, évidemment, ils savent qu'ils courent un risque. En revanche, ce qui est un petit peu plus grave, et ça touche tout le monde, c'est qu'il y a quand même de l'argent public en jeu. Le président de la République nous a parlé d'une enveloppe de 10 milliards d'euros. On a énormément d'argent public en fait qui aujourd'hui va venir soutenir l'innovation. Notamment via la BPI. Exactement. Cet argent, il est souvent bien utilisé, mais parfois il ne l'est pas du tout. Et il y a de l'argent public, effectivement, il y a une perte en ligne. Et donc à partir du moment où on a de l'argent public qui est financé par l'ensemble de la collectivité, on peut commencer à se poser la question de est-ce que cet argent est productif pour produire des innovations ou non. Donc ça, c'est le premier point qui peut un petit peu poser question. Le deuxième point, c'est on a besoin d'innovation. Il y a aujourd'hui des chantiers prioritaires, le vieillissement de la population, l'intelligence artificielle, évidemment le développement durable, etc. On a besoin de ces innovations pour faire face aux défis qui nous attendent. À partir de là, il faut vraiment inciter l'innovation. On ne peut pas avoir de perte en ligne. En revanche, ce qu'on explique dans le livre, c'est qu'on peut faire coexister deux systèmes. Le système où, allons-y, cramons de l'argent, l'échec n'est pas grave, en soi, effectivement, vous avez raison, c'est pas grave. Et d'un autre côté, nous, ce qu'on propose, en parallèle de cette innovation vraiment totalement créative, une innovation qui est un petit peu plus jalonnée pour pouvoir prévoir les défis du futur. Vous parlez d'un plan, d'un écosystème planifié à profitabilité, je vais y arriver, intégrale. On a l'impression que c'est je prends le meilleur du plan quinquennal et je prends le meilleur de l'économie de marché et j'essaye de marier les deux. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi l'écosystème planifié à profitabilité intégrale? Vous avez bien compris, effectivement, on prend le meilleur de l'économie planifiée et le meilleur de l'économie de marché. Alors évidemment, la planification, elle ne s'entend pas au sens ex-URSS, on n'est pas du tout là-dedans. On ne peut pas faire des chaussures du 42. Non, surtout pas. Okay. On est des capitalistes utilitaires. L'idée, c'est vraiment que l'argent doit servir à la collectivité, mais on peut gagner de l'argent. On n'est pas du tout contre les investisseurs, on n'est pas du tout contre la bourse. Rien de tout ça ne fait partie de notre réflexion. La profitabilité intégrale, c'est l'idée qu'à un moment donné, on a des besoins à combler. Il y a des gens qui vont créer des innovations dans tous les sens, et c'est très bien, parce que c'est comme ça qu'a émergé Google, c'est comme ça qu'a émergé Facebook, mais d'un autre côté, on a aussi une partie de la population auquel on ne répond pas. Les besoins ne sont pas comblés. Et c'est ça aussi la programmation des besoins. Je donne un exemple très simple, le vieillissement de la population. On est en France, en 2030, on aura 30% de la population française qui aura plus de 65 ans. Ces personnes possèdent 60% du patrimoine, ils ont un salaire de 30% supérieur à la moyenne, ils ont une espérance de vie, ils ont des besoins. Pourquoi est-ce que l'innovation n'irait pas vers ces personnes-là, puisqu'on sait que si vous montez votre start-up dans la silver economy,
on le sait, que vous allez réussir puisque le marché est présent. Et bien c'est ça, cette idée de planification. Alors, on parle plutôt de programmation. Comment ça peut marcher? Il faut créer un ministère de la planification numérique? Non, on n'a pas besoin de créer un ministère. Aujourd'hui, il existe des clusters, des écosystèmes, des pôles de compétitivité. On a effectivement les investissements d'avenir. Donc l'État participe beaucoup quand même à cette approche-là, tout en laissant libre les entreprises de faire ce qu'elles le souhaitent. Mais effectivement, c'est travailler en intelligence collective à repérer les besoins et les attentes des populations, de faire du push technique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont inventé des technologies aujourd'hui qui ne savent pas comment les utiliser. Dans les grandes écoles aujourd'hui, il y a plein d'ingénieurs absolument géniaux, et en particulier en France, parce qu'on a un très bon système de grandes écoles, qui ont des technologies géniales auxquelles on n'arrive pas à trouver une application. Donc c'est ça l'idée, c'est vraiment de trouver dans un écosystème la possibilité de faire travailler ces personnes ensemble. Je comprends bien l'idée. Comment on fait? Alors comment on fait? Ça existe déjà. Il y a aujourd'hui des clusters, sur le droit européen, c'est des clusters, qui vont regrouper des parties prenantes, des grands groupes, des collectivités, des financements publics, des startups, de la recherche. Et en fait, l'objectif du cluster, c'est vraiment de faire travailler ces parties prenantes pour produire le mieux pour tout le monde. Et c'est ça la profitabilité intégrale. Est-ce qu'il y a déjà des modèles à l'étranger? J'étais en train de me dire, là, en vous écoutant, j'ai plutôt l'impression que vous vous rapprochez d'un modèle chinois, avec un État très fort qui va décider de là où l'innovation doit aller, parce que tout est guidé par l'État, et puis à l'inverse, vous avez la libre économie américaine, ce qui n'est pas totalement vrai peut-être. Est-ce qu'il y a un modèle qui existe dont vous dites qu'il faudrait se rapprocher pour rendre l'innovation et les startups françaises plus performantes? Alors, ça n'a rien à voir avec le modèle chinois, dans le sens où c'est l'État qui décide, vous l'avez dit. Notre approche de la profitabilité intégrale, ou de la programmation des besoins, c'est l'intelligence collective. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vous, usagers, c'est la collectivité, c'est la politique, c'est l'économique, c'est le monde des investisseurs, c'est tous ces gens-là qui travaillent ensemble. Alors, c'est pas facile à faire, mais dans le cadre des clusters et des écosystèmes, on peut le faire, on a des méthodologies pour le faire, et c'est ce qui est développé dans la troisième partie du livre. Donc non, ce n'est pas le modèle chinois. Et c'est pas non plus le modèle américain, puisque le modèle américain, c'est du darwinisme entrepreneurial. C'est un petit peu comme si vous étiez dans un jardin, que vous lanciez des graines à la volée, et puis vous regardez ce qui prend. Et dans ce cadre-là, il y a 90% de pertes. Donc on est vraiment dans un modèle alternatif, et certains... Donc il sera un nouveau modèle, un modèle qui n'existe nulle part. Si vous avez par exemple en Hollande, vous avez un cluster qui est spécialisé dans l'économie circulaire. Donc là, on a un lieu, c'est un vrai lieu profitable sur le plan immobilier, puisque c'est un magnifique lieu où vous payez les espaces de coworking. Vous avez des spécialistes, vous avez des investisseurs, vous avez des start-upers, et vous avez la collectivité d'Amsterdam qui s'intéresse de très près pour pouvoir développer, réduire les déchets dans leur collectivité pour que ça coûte moins cher aux contribuables. Là, vous avez un très bel exemple de profitabilité intégrale. Et tout ça, ça ne tuerait pas l'ambition, le rêve. Aujourd'hui, les jeunes Français, ils ont envie d'entreprendre parce qu'il y a les startups. Ils se disent que c'est possible. Si on, j'allais dire l'administre entre guillemets, ça ne va pas venir un peu tuer cette ambition qu'aujourd'hui les jeunes qui sont dans les écoles de commerce, dans les écoles d'ingénieurs ou ailleurs, ont chevillé au corps. Ils le disent tous dans les sondages. Mais oui, 62% des 18-24 ans veulent monter leur start-up. Ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Hein. Absolument pas. On n'administre pas le besoin. C'est-à-dire que coexiste dans notre modèle Station F, darwinisme entrepreneurial, je finance et on voit bien ce qu'il prend, avec des écosystèmes qui sont plus dirigés, plus jalonnés. Donc non, il n'y a pas d'administration par un État central, hein, ça qu'on soit bien clair, même si on a utilisé le terme de planifié, qui effectivement peut être polémique à ce niveau-là. Mais pour répondre à la question, c'est que justement, plus on va organiser, j'ai bien dit organiser le besoin, plus les jeunes start-upers, ils vont réussir. L'objectif qu'on a, nous, c'est pas qu'une start-up reste une start-up, c'est qu'à la fin, ça soit une TPE innovante, une PME, une ETI, un groupe et une licorne. Et ça, c'est l'ambition du gouvernement. Et ça, c'est le vrai problème français. On n'arrive pas à franchir ces étapes-là. On n'arrive pas à amener les groupes jusqu'à l'état de licorne. Absolument. C'est très compliqué. Alors pourquoi? Parce qu'en France, on n'a pas suffisamment de business angel en amorçage. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'important. Et ça, on peut comprendre pourquoi, parce que c'est vrai que les retours sur investissement ne sont pas énormes. Hein. On est autour de 2-3% versus 7% quand on est dans des fonds. Donc les investissements et le risque est important. Et ça, c'est un petit peu dommage. Et l'État, clairement, s'est substitué sur l'amorçage, hein, avec notamment la BPI. Et c'est une chose extraordinaire. C'est pas moi qui dis que la France est le paradis des entrepreneurs, c'est Xavier Niel. Ouais. Donc voilà, c'est pas moi qui le dis. Donc effectivement, il y a l'amorçage
Évidemment, mais il y a surtout la phase de croissance, de passage de la start-up justement à l'ETI, qui là, les start-upers appellent ça la traversée du désert, où les venture capitalistes disent là, il y a une traversée du désert. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un besoin de financement qui devient un peu solide, bah, très souvent les boîtes françaises elles sont obligées de se vendre. Alors, avec tout le respect que je vous dois, vous faites l'erreur qu'on a tous fait. C'est-à-dire que là, vous parlez de la start-up comme un produit financier. C'est-à-dire que vous dites la traversée du désert, c'est la levée de fonds. Non, c'est à ce moment-là, c'est pas forcément des besoins de fonds, c'est un besoin d'accompagnement. Et il y a 80% des start-up qui sont dans des incubateurs, des pépinières, des programmes d'accélération. Celles-là, elles réussissent. Celles-là, elles avancent. C'est pas forcément des licornes, mais déjà, quand on a monté à 26 ans une boîte avec 10 salariés, c'est déjà pas mal. Donc, cette traversée du désert, elle doit pas forcément être dans le financement, elle doit être dans l'accompagnement, la méthodologie, la compréhension, comment est-ce que de start-upper je deviens chef d'entreprise. Et ça, c'est capital. Donc le travail qu'on va faire, c'est par exemple, parfois il y a des ingénieurs absolument géniaux qui ont fait quelque chose et ça ne décolle pas. On leur dit, mais il vous faut un dirigeant. Vous n'êtes pas dirigeant. Il vous faut un CEO. C'est un métier. Voilà. Et donc l'idée, c'est, dans cette traversée du désert, c'est ce travail d'accompagnement, ces méthodologies. Et effectivement, c'est ça les écosystèmes. Merci beaucoup. À lire, donc, Startup, arrêtons la mascarade. C'est très bien écrit, c'est assez rigolo. Il y a notamment l'aventure de Tom, le start-upper qui pense qu'il va réussir et qui évidemment échoue à la fin. J'ai rien spoilé. Lisez-le, c'est très rigolo. Ça se lit en 2 heures. C'est ce week-end. Il fait beau, en terrasse, dans le jardin. Allez-y. Merci beaucoup, Nicolas Monet, d'être venu aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Au revoir.